On se retrouve dans la commune de Manet pour la 4e et déjà dernière étape de notre balade de l'été. Départ depuis le village de Malempré, un village typiquement ardennais, toujours accompagné de Jamie. Découverte de la commune de Manet dans cette étape de 23 km. Sur notre parcours, nous visiterons le moulin de la Fosse, toujours en activité, mais également la brasserie d'Oster. Notre retour à Malempré sera égayé par la dégustation d'une glace à la ferme Saint-Martin. Aujourd'hui, ce n'est pas Marie-Ève qui va nous guider, mais Maxime. Salut Antoine, Ça va? avec son superbe chien, Avec Jamie. Jamie. Bonjour Jamie. Maxime Ça va bien? Alexandre, on te connaît évidemment comme Monsieur Rando en Wallonie, en Belgique et même un peu au-delà. Hein. C'est la raison pour laquelle tu es là aujourd'hui. Ça fait quelques années hein, que tu bourlingues à gauche à droite et que tu partages tes histoires de rando. Ben oui, sans prétention Monsieur Rando. Bon voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup bourlingué dans la région, que ce soit ici en Ardennes ou même ailleurs en Wallonie, un peu le nord du pays aussi, et puis ailleurs en Europe. Je partage toutes mes escapades sur Trekking et Voyage. Trekking et Voyage qui est un site qui est né il y a une dizaine d'années, donc comme tu l'as dit. Et donc voilà, j'essaye d'inspirer les gens et de partager mes bons plans, mes randonnées, mes voyages et peut-être inspirer les gens donc, pour leurs prochaines escapades également. Donc voilà. Pour l'instant, j'adore ce que je fais et tant que je continue à apprécier cette activité et que les gens continuent à être intéressés, je continuerai à mon avis à durée indéterminée je pense. Alors tu vas nous faire découvrir cette commune de Manet à travers les divers villages qu'on va traverser, dont celui de Malempré où on se situe. Voilà, on est sur le territoire de Manet ici et Malempré, c'est un village qui est vraiment ancré dans l'histoire. Et dès le temps des druides, on a retrouvé des stèles, des genres de menhirs comme ça dans certaines zones du village. On a des chapelles, on avait 3 châteaux ici dans la région. Et Malempré a été aussi vraiment un lieu de divers événements pendant la guerre 40-45, comme peut en témoigner la stèle, le monument souvenir des frères Collignon, Joseph et Jules, qui se sont, bon, c'était 2 frères, ils avaient une vingtaine d'années. Et ils se sont fait exécuter par des soldats allemands ici plus haut. Voilà, ils étaient à l'origine, ils venaient de Commenster, un village ici à une vingtaine de kilomètres. Et puis ils ont voulu déménager par ici parce que bon, le village était annexé par les Allemands. Et puis ils ont un peu paniqué, ils se sont déplacés, ils ont été repérés, ils se sont fait attraper par les soldats et puis ils les ont emmenés là-bas au-dessus. Et voilà, donc c'est en souvenir de ces 2 jeunes frères qui n'avaient rien demandé. Et donc voilà, c'est vraiment la région a vraiment été impactée par les conflits de la bataille des Ardennes. C'est ça, ouais. On aura l'occasion justement de le découvrir au fil de notre Ouais. balade. Je te propose de démarrer. Ok, c'est parti, On je y te va. suis. Allez Jamie. On se rapproche de Manet, Maxime, Oui. l'élément central de cette commune qui porte son nom. Oui, Manet, c'est une terre vraiment terre rurale dans son ensemble. On y trouve beaucoup de sources, de nappes phréatiques en fait, qui sont à l'origine de sources. Et certaines sont même reconnues pour leur propriété. Et le territoire est fort vallonné, fort encaissé. Donc il y a eu la création de différentes vallées avec l'écoulement de certaines rivières. On retrouve notamment la Lienne et Ouais. aussi l'Aisne qu'on va découvrir tout à l'heure. On va marcher le long de l'Aisne tout à l'heure. Ça roule. Donc les randonneurs sont prévenus, c'est vallonné. Les randonneurs sont prévenus, il y a du relief, il y a du dénivelé. Maxime,
Maxime, tu nous parlais un peu plus tôt de l'exécution des frères Collignon. Ici, on est à Grand-Mesnil. On va en découvrir un petit peu plus sur l'histoire de la commune durant la Seconde Guerre mondiale avec notre prochain invité. Bonjour Eddy. Bonjour, Ça va bien? ça va, nickel. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à Grand-Mesnil. On se le disait avec Maxime depuis le début de la balade, on voit pas mal de stèles, de monuments qui témoignent de ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale et particulièrement pendant la bataille des Ardennes. Mais de quelle manière la région a-t-elle été impactée justement? Je veux dire, pour revenir en général, tout s'est surtout passé assez vite pour les unités qui étaient présentes ici, puisqu'ils ont bloqué les Allemands pendant 8 jours à peu près. Mais avant qu'ils ne soient encerclés, ils ont eu le temps de se replier et de venir s'installer à Mannheim. Mais alors, à Mannheim, ça commence seulement le 24 décembre 1944, peu avant le réveillon et peu avant minuit. Et justement, on avait demandé aux Américains qui repliaient de Saint-Vite de s'installer en position défensive. Et puis peu après, on leur a dit, écoutez, non, vous devez retraiter pour reformer une nouvelle ligne de défense. Et c'est en plein à ce moment-là que les Allemands ont attaqué. Donc ils ont attaqué au départ de Haut-Daigne, après avoir repris le carrefour de la Braque-Fréture. Se sont dirigés sur Mannheim, qui était un carrefour important pour eux aussi. Mais leur objectif, c'était l'ouest, pour foncer sur Anvers. Et c'est ici à Grand-Mesnil que la 2e division double éclair a été stoppée par des jeunes soldats de la 75e division d'infanterie qui venaient d'arriver des États-Unis et qu'on a envoyés sur le front. Ça a été leur baptême de feu pour eux. Donc c'est ça qui résume en quelque sorte la bataille des carrefours ici dans la commune de Mannheim. Tu avais d'ailleurs écrit un livre par rapport à ça. Oui, oui. Ce char, il représente ce qui s'est passé? C'est un des 15 véhicules qui ont été abandonnés dans le village, parce qu'on parle parfois d'une des plus grandes batailles de chars en Europe. C'est une des plus grandes batailles qui s'est passée ici à Mannheim, à Freineux. De nombreux chars ont été abandonnés sur le terrain. Celui-ci a sauté sur une mine parce que lorsque le char était ici, il y a eu des combats au carrefour ici même. Un jeune soldat qui conduisait un char a voulu prendre le champ sur le côté, mais ils ont sauté sur des mines. Donc 5 chars, dont celui-ci a été abandonné sur le terrain. Et on a eu la chance de le préserver parce qu'il ne reste que 25 au monde peut-être. Alors, différents villages ont été impactés de différentes manières, notamment aussi par des exactions de la part des troupes allemandes. Et surtout à Haut-Daigne où là, il y a eu quelques massacres. Et ils avaient même mis 95 personnes dans une grange avant d'y bouter le feu. Donc Haut-Daigne a terriblement souffert. Il y a des gens de Freineux, les bombardements aussi par l'armée américaine surtout, ou à Dochamps, surtout le front, il n'y avait plus une maison qui était intacte. La mémoire encore bien vive ici dans la région. Oui, énormément. Les gens en ont parlé depuis qu'on est gamin. Et voilà, la suite est là et nous autres on est là aussi pour poursuivre le devoir de mémoire. En témoigne le musée qui se situe derrière nous, le musée historique 44 de Mannheim. C'est ça. Voilà, ça c'est vraiment une chance pour Mannheim d'avoir un musée comme cela sur notre commune. Merci Eddy de nous en avoir appris un petit peu plus sur la bataille des Ardennes. Avec plaisir. À bientôt. Merci aussi. Au revoir. Bonne route. Maxime, ça fait combien de temps que tu proposes des contenus vidéo, multimédia au travers de la rando sur tes différentes plateformes? Ça va faire une dizaine d'années maintenant que j'essaye de donner mes bons plans, de partager mes bons plans, on va dire ça comme ça. C'est quelque chose que j'ai commencé à faire vraiment sans prétention sur mon profil Facebook. Ouais. À l'origine, vraiment, on avait un profil Facebook et on mettait un peu tout et n'importe quoi. J'ai commencé à partager mes randonnées. Puis quand j'ai vu que ça intéressait les gens, j'ai créé une page Facebook. Puis de fil en aiguille, une fois que je me suis rendu compte de l'intérêt des gens, quand tu as 200, 300, 500 personnes qui te rejoignent sur une page, eh bien je me suis dit pourquoi pas faire un site internet, un blog. On appelait ça un blog à l'époque, on appelle toujours comme ça ce genre de site internet. Et c'était la mode des blogs. Et je me suis fait accompagner d'un ou deux potes et on a mis ce site-là en ligne. Et voilà, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, trekkingetvoyage.com. Qui est devenu, je pense, une référence dans la randonnée et les voyages en Belgique en tout cas. Et c'est une
petite fierté pour moi. Donc je suis super content que ça puisse continuer à intéresser les gens. Et tes followers, tu les comptes en milliers maintenant? Les followers, oui, je n'ai pas vraiment le chiffre à jour, je pense, mais oui, j'avais, je pense, 40 000 personnes qui me suivaient sur Facebook et 30 000 sur Instagram depuis pas longtemps. Je pense que c'est ça. Et puis alors, il y a aussi un groupe Facebook sur lequel, j'appelle ça la communauté trekking et voyage, sur lequel les gens peuvent partager leurs bons plans aussi et poser des questions quand ils ont des questions, etc. Donc donner la parole aussi aux autres, c'est bien parce que c'est bien de s'afficher sur les réseaux sociaux. Moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais c'est bien aussi de pouvoir permettre aux gens de s'exprimer et de poser les questions quand ils en ont, quoi. C'est totalement raccord avec l'esprit de la rando en tout cas. Dans le village d'Oster, Maxime. Exactement. Là, on a le choix. On a deux possibilités d'itinéraire. Soit on prend en cours, on va directement sur Audegne. Ouais. Soit on fait une balade un petit peu plus longue, une boucle d'une dizaine de kilomètres pour découvrir la vallée de l'Aisne. Moi, je te propose d'aller découvrir cette fameuse vallée. D'ailleurs, on va découvrir un moulin tout à l'heure. Tu verras, c'est pas mal. Eh ben, je te suis. Ça, c'est parti. Maxime, après avoir traversé les villages de Freineux et la Mormenil, nous voici au moulin de la Fosse. Oui, moulin de la Fosse qui est pas très loin de l'Aisne. On est en train de longer l'Aisne en fait. Ouais. L'Aisne, elle prend sa source du côté du plateau des Tailles. Okay. Et voilà, elle nous amène au moulin de la Fosse donc, et on va y découvrir le moulin. On va voir Olivier qui travaille et qui produit des huiles et des farines. Ah bref, j'en dis pas plus, on arrive. Ça va, on va lui poser quelques questions. Yes. Salut Olivier. Salut Antoine. Bonjour. Salut Maxime. Ça va? Ça va bien. On t'interrompt en plein travail. Tu peux nous expliquer ce que tu es en train de faire là, par exemple? Alors là, on prépare la mouture. Je suis en train de trier du sarrasin. Parce que quand il est récolté sur le champ, il y a un peu des petites pailles, il peut y avoir différentes poussières qui sont récoltées avec la matière. Et donc on passe toujours une fois dans le trieur. C'est un trieur souffleur qui permet d'épurer la matière avant d'être moulu. Alors on est ici au moulin de la Fosse. Tu peux nous expliquer de quelle manière vous avez relancé l'activité du moulin ici et dans quel but? Alors le moulin de la Fosse, c'est un moulin qui a une existence assez ancienne. On a des traces d'existence de moulins ici à la Fosse qui remontent au Moyen-Âge, à 1314. Maintenant, le moulin tel qu'on le voit ici, il date d'un siècle. Et alors, c'était un moulin où il y a eu beaucoup d'activités, notamment pour moudre des céréales pour faire de la farine, mais il y avait aussi une scierie de bois qui, depuis lors, a été démontée. Et puis, cette activité de meunerie, elle s'est arrêtée dans les années 50, quand le réseau électrique est arrivé, etc., puis l'industrie, et donc les gens se sont un peu désintéressés des moulins à eau. Mais nous, avec un groupe de personnes intéressées par le sujet, on a décidé de reprendre ce moulin il y a une dizaine d'années, de remettre une nouvelle roue et de le réhabiliter dans sa fonction nourricière, et donc notamment par la fabrication de farine, mais aussi par le pressage d'oléagineux pour produire des huiles végétales. Justement, tu peux nous donner une idée de la gamme de produits que vous pouvez produire justement et proposer?
Eh bien alors en farine, notamment ceci, c'est du blé noir, donc du sarrasin. Donc on fait de la farine de sarrasin, on fait de la farine de froment, on fait de la farine d'épeautre. Et alors au niveau des huiles, on presse des oléagineux locaux. Donc ce qu'on a, c'est du colza, du chanvre, de la cameline. Mais alors on peut aussi presser à la demande différents oléagineux, notamment les noix et les noisettes que des clients récolteraient chez eux dans leur jardin et souhaiteraient transformer en huile. Et comment peut-on retrouver vos produits dans le commerce? Alors dans le commerce, c'est essentiellement ici. Alors on vend aussi dans quelques épiceries de produits locaux à proximité. Mais quand même le plus facile alors c'est d'aller sur notre site internet moulindelafosse.be, d'envoyer un mail ou donner un petit coup de fil et puis après on s'arrange au mieux. Alors il y a aussi une vocation pédagogique, on va dire, autour de ce moulin, vu que vous faites pas mal d'activités. Hein. Oui, donc effectivement, donc c'est une ASBL ici, donc il y a le côté production, mais il y a aussi tout un volet animation, formation autour des savoir-faire, autour de l'énergie, autour de la biodiversité, tout ça en lien avec l'activité du moulin, mais alors qui permet de faire rayonner aussi cette existence du moulin plus largement, et notamment ça passe aussi par une pièce sur les moulins que ma compagne a écrite, et qui a été mise en scène avec un théâtre de Liège et qui tourne dans différents endroits ici en Wallonie. Ça s'appelle Moulin, donc on ne se réinvente pas. Merci de nous avoir fait découvrir cet endroit. On va te laisser reprendre ton activité parce qu'on a encore quelques kilomètres à se farcir, hein, Maxime. À bientôt, merci. À bientôt. Retour sur Oster, Maxime. Et oui, on est de nouveau sur Oster et avant de repartir sur Rodin, je te propose d'aller prendre un petit rafraîchissement, ça va faire du bien avec la météo. Je ne t'en dis pas plus, on est juste là, arrivé. Hop. Yeah, salut. Et là, ça va Eric? En forme? En forme et toi? Pas trop chaud marché? Écoute, on va dire que ta terrasse tombe à pic. Oui. Parce qu'on commence à avoir légèrement soif, hein, Maxime. Alors on est ici à la brasserie d'Oster. C'est bien cela, oui. C'est quoi l'histoire de cette brasserie? Oula, c'est une longue histoire. Ça fait à peu près 10 ans qu'on existe maintenant. Ouais. Donc on a ouvert ici en décembre 2014 et on a commencé par 2 bières, la blonde, la dark, et puis on a eu d'autres modèles de bières qui sont arrivés. Donc il nous fallait un endroit où l'eau était exceptionnelle pour faire de la bière et c'est pour ça qu'on est arrivé ici à Oster parce qu'on a une eau très bonne, elle n'est pas calcaire, elle n'est pas ferrugineuse, donc c'est parfait pour faire de la bière. Donc tu utilises les eaux locales donc, Ouais. pour brasser. Ouais. Et c'est quoi un petit peu la pâte que tu veux donner à tes bières? D'abord les bières que je veux boire, première chose. J'aime pas les bières qui sont trop amères, j'aime pas les bières qui sont trop acides, etc. Donc je suis toujours dans des bières avec un peu plus de rondeur, quoiqu'il y en a une qui est un peu plus asséchée. Je n'aime pas les bières fruitées non plus, donc je n'en fais pas. Donc je fais vraiment ce que j'ai envie de boire. Et tu proposes quoi comme gamme? Ah, on a 6 bières. La toute dernière, c'est la Sauvage, donc c'est une blanche qui est faite à la spirule odorante. Puis alors on a la Manédoise qui est une blonde, elle fait 5,8, une bière légère. La Vienna, elle fait 6,2, elle est un peu plus amère, un peu plus asséchée, donc ce n'est pas une IPA, mais on est plus dans le houblon. La blonde, elle est finie à la cardamome, elle fait 7,2. Et donc c'est une bière plus ronde et plus florale. La Féline est une ambrée, aussi, qui fait aussi 7,2. Et puis la Dark, c'est notre stout qui fait 8% volume d'alcool, une bière noire assez solide et efficace. En tout cas, ça met l'eau à la bouche, hein, tout ça. Avant de reprendre notre itinéraire, tu nous conseilles quoi par exemple? Ah, ça dépend combien de kilomètres vous avez déjà dans les pattes et combien vous allez encore en faire. On a encore quelques-uns, hein, mais on va se laisser tenter quand même. Sinon, avec la chaleur qu'il fait aujourd'hui, elle propose peut-être la Sauvage, qui est une bière très légère, 4,7, c'est une blanche, très fruitée. Enfin, il y a un bon arrière-goût derrière qui permet justement de se désaltérer. Ça te tente, Maxime? Oui, avec plaisir. Allons-y. Deux Sauvages. Musique.
sauvage. Merci Eric. Il y a des trucs qui donnent soif. Bravo. Santé, et merci. Santé, merci. Santé Max. Le côté rafraîchissant, il est indéniable. Hein. Oui. Et tes bières, on peut les retrouver où dans le commerce? Oh, on est très local en fait. Très local dans les magasins un petit peu franchisés du coin, donc le Spar, ce truc, des magasins spécialisés en bière aussi. Donc je ne suis nulle part sur Liège, sur Namur, sur Charleroi, sur Bruxelles. On veut rester dans le mode vraiment local, puisque pour le moment il y a quand même beaucoup de brasseries qui se créent, donc forcément si chacun garde sa place, ça ira. On ne va pas essayer de bouffer l'autre. C'est ça. Ok, bah Eric, merci pour la dégustation. Merci pour tout. On va poursuivre notre route. Allez Jamie, si elle veut bien se lever. À bientôt, bonne saison à vous. Et à la prochaine. Hein. Salut, merci. Ciao. Eh bien Jamie. On traverse un nouveau village de la commune de Manet, Maxime. Oui. Ici, c'est Audaigne. On arrive à Audaigne, exactement. Pour la petite anecdote, il faut savoir que les premiers habitants d'Audaigne ont dit qu'ils vouaient un culte à Odin, le dieu Odin. Ok. Et donc ils avaient construit des temples, etc. Et toutes les premières habitations ont été érigées autour de ce fameux temple. Donc voilà, on est au pied du plateau des Tailles, qui est situé ici plus haut. Donc c'est une région qui est assez, assez riche, comme on le disait, en sources, etc. Et donc voilà, c'est une très belle région. Et une stèle ici qui rappelle un petit peu les événements dont nous a parlé Eddy Montfort. Hein, Exactement, ouais. Monument aux morts, avec les victimes civiles donc, durant la bataille des Ardennes. c'est ça. Là, on poursuit sur Malempré alors. Bah oui, on remonte par là. Ok. La boucle touche bientôt à sa fin, Maxime. Exactement, on a fait 23 km et on arrive à Malempré, dans quelques centaines de mètres. Et là-bas sur place, on a une petite surprise qui nous attend. Ah, magnifique. Je te fais confiance. Bonjour. Bonjour. Salut Vincent. Salut. Santé, Maxime. Ça va? Bien, très bien, merci. Merci Toi de aussi? nous accueillir à la ferme Saint-Martin. Avec plaisir. On conclut cette étape. La ferme Saint-Martin, c'est une exploitation agricole, mais c'est beaucoup d'autres choses aussi. Hein. Oui, effectivement, la belle ferme Saint-Martin, c'est trois entités, enfin trois axes de travail, on va dire. Il y a l'association qui produit le lait. Sur base de l'Observatoire de la consommation, on produit du lait pour à peu près 1100 personnes. Après, il y a la SRL Ferme Saint-Martin qui, elle, fait l'accueil du tourisme. Et ici, on a une petite crêperie glace. On produit la glace aussi pour les randonneurs. Et ensuite, il y a la troisième activité qui est la production d'énergie à la ferme, qui tente à répondre aux besoins du village en alimentant en plaquettes le réseau villageois. Mais maintenant, on est en train de créer une nouvelle activité qui est la cogénération à partir de gazogène pour à peu près les besoins de 250 ménages. Voilà.
ça fait pas mal de choses Ah donc, ouais. à gérer. Au niveau touristique, vous avez également des logements, hein, c'est ça? Alors on a 2 gîtes, un gîte de grande capacité de 33 personnes, un gîte pour les familles, 5-6 personnes. Ensuite on a 4 chambres d'hôtes et donc c'est déjà pas mal en termes de personnes qui arrivent ici. C'est à peu près entre 3500 et 4000 personnes qui viennent chaque année loger chez nous à la ferme Saint-Martin. Et puis on a la petite crêperie, la terrasse qui accueille vraiment les randonneurs, parce que c'est un village qui est complètement hors des grandes routes. C'est vraiment un village qui est sur la route d'Artagnan notamment, les GR 14, etc. Donc il y a beaucoup de passages, que ce soit des randonneurs équestres avec les ânes, en vélo, à pied, enfin il y a un peu de tout en fait. Et on est bien placé pour ça, hors de tout et proche de tout. Ils Voilà. viennent déguster les glaces de la ferme Saint-Martin qui sont Oui. bien connues ici dans le nord de la province. Hein. Oui, on a un peu connu, oui, c'est vrai que ça fait maintenant 25 ans, 26 ans qu'on produit les glaces. Là, c'est Marielle qui les produit, c'est elle qui a tout le travail au niveau de l'accueil touristique et fabrication, transformation des produits laitiers, notamment en glace. Et donc voilà, c'est un gros travail. Elle n'est pas toute seule pour le faire, heureusement. Et oui, c'est vrai que ça génère beaucoup d'activités parce que ça fait 25 ans, donc on commence à être connu un petit peu dans le coin et c'est un point de chute pour beaucoup de personnes. C'est ça. Tu parlais de la petite surprise, c'était les glaces, je suppose, Bah Maxime. oui, je pense qu'on va pouvoir en goûter, quelque chose, je pense, j'espère en tout cas. Bien sûr. Ah, mais vous avez le choix, il y a 21 goûts. Donc, ça va la vanille évidemment, framboise, stracciatella, amarana, spéculoos, praliné, noix de coco, enfin il y a un peu de tout. Hein. Donc là c'est au choix. Eh ben, tu vas partir sur quoi, Maxime? Moi je vais prendre l'éternel spéculoos, je vais pas m'empêcher de... Quand je vois spéculoos, je choisis ça. Une boule, je sais moi. Une boule, On aurait une stracciatella, Vincent. une stracciatella, une boule aussi. Une boule aussi. Allez c'est parti. Merci bien. Ah, Bonjour. bonjour. Voilà la spéculoos et la stracciatella. Eh ben, merci bien. Merci. Merci. L'appétit. Merci. Et voilà, Maxime, on a déjà eu la bière. On termine avec une glace. Que demander de mieux? Exactement, par cette chaleur. Merci à toi en tout cas de nous avoir guidés, de nous avoir mené à bon port aujourd'hui. Bah, c'était avec grand plaisir, c'est une chouette expérience. Au plaisir de partager des sentiers avec toi, en ta compagnie. C'était vraiment cool. On a vu de beaux paysages, c'est vraiment un bel itinéraire. Donc, ça m'a fait plaisir de venir ici, de redécouvrir d'autres aspects et de te montrer aussi d'autres choses. Bon, on aura l'occasion Donc, en tout cas de s'inspirer également sur tes réseaux sociaux. Merci à toi, merci à vous. On en profite également pour dédier cette saison de la balade de l'été à notre collègue Xavier Lenel qui n'a malheureusement pas pu y participer cette année. On n'en doute pas, il sera de la partie l'année prochaine. Maxime, pas santé, mais bon appétit. Bon appétit. Allez, Merci. merci aussi.